Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, GPS Viking. Les Vikings du Moyen-Âge savaient toujours où ils allaient, et ce, grâce à un GPS très original. Il s'agissait plutôt d'une boussole très sophistiquée, mais c'était tout de même le premier système de positionnement jamais utilisé par les humains. Les Vikings étaient peut-être des guerriers sans pitié, mais ils étaient aussi parmi les meilleurs navigateurs de leur temps. Ils étaient capables de traverser l'Atlantique Nord en ligne droite presque parfaite, de la Scandinavie jusqu'au Canada. Ils y sont parvenus grâce à une technologie innovante que le monde n'avait jamais vue auparavant. Les Vikings, censés être barbares, ont inventé une boussole miraculeuse qui fonctionnait même lorsque le soleil était descendu sous l'horizon. Et cet outil très étonnant a été découvert au Groenland par des archéologues en 1948. Et l'appareil a depuis été appelé le disque Unartok. Il s'agissait d'un outil de navigation utilisé par les Vikings il y a 1000 ans pour aller de la Norvège au Groenland. Un voyage de 2500 km. Les chercheurs pensent que bien que le petit disque en bois ait pu fonctionner seul, il était très probablement associé à d'autres outils, tels que des cristaux et une plaque de bois plate. Et à l'époque, il était quasi impossible de naviguer lorsque le soleil était couché ou même par temps nuageux, car il est tout simplement impossible de suivre le soleil s'il n'est pas dans le ciel. Pour résoudre ce problème, les Vikings utilisaient des pierres de soleil en cristal, qui sont des pierres naturelles en calcite. En vérité, nous n'en sommes pas vraiment sûrs, car nous n'en avons connaissance que par plusieurs sources écrites en Islande datant du XIIIe et du XIVe siècle. Mais il s'agissait très probablement de sphatte d'Islande, anciennement appelé cristal d'Islande ou calcite optique, qui est remarquable pour sa biréfringence. Cela signifie que l'indice de réfraction du cristal est différent pour une lumière de polarisation différente. Et selon Mike Harrison, coordinateur de l'Alderney Maritime Trust, cela leur permettait de s'orienter à quelques degrés près par rapport au soleil, même après que celui-ci soit passé sous l'horizon. Les Vikings utilisaient ces cristaux ainsi que leurs boussoles en bois pour suivre la course du soleil, ce qui leur permettait d'effectuer de très longs voyages en mer avec une extrême précision. Numéro 9. Le calice romain. Il y a 1600 ans, un Romain particulièrement ingénieux a conçu et fabriqué un calice capable de changer de couleur grâce à de la nanotechnologie. Il s'agit de la coupe de Lycurgue, qui ressemble à n'importe quelle autre coupe ordinaire de la fin de l'Empire romain. Il représente le roi Lycurgue de Thrace dans une scène épique, d'où son nom. Mais ce qui rend le calice si remarquable est que selon la direction dans laquelle la lumière le touche, il prend une couleur totalement différente. Lorsque la coupe est éclairée de face, elle est d'un vert vif, mais lorsque la lumière la frappe de dos, elle devient rouge sang. Et les archéologues du British Museum ont reçu le fameux calice en verre dans les années 50, bien que l'on ne sache pas exactement d'où il provient. Mais ce n'est que 40 années plus tard que des chercheurs anglais ont examiné des fragments du calice au microscope. Ils ont alors découvert que l'artisan romain qui avait fabriqué le calice avait utilisé des nanotechnologies. Il a placé des particules d'or et d'argent à l'intérieur du verre, chaque particule n'ayant qu'un diamètre d'environ 50 nanomètres, ce qui est nettement plus petit qu'un grain de sel de table. Il s'agissait d'un travail très méticuleux qui ne pouvait pas être un accident. Et l'artisan romain a perfectionné l'utilisation des nanoparticules pour modifier l'aspect du calice en fonction de la direction de la lumière. Et selon l'archéologue Ian Freestone de l'University College London, la coupe change de couleur à cause des électrons du métal. Les électrons vibrent à une certaine fréquence qui change la couleur en fonction de la direction dont vous regardez le calice. Il s'agit d'une science extrêmement avancée qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer que les Romains étaient capables de faire. Et c'est aussi le seul exemple qui nous est parvenu de l'utilisation d'une telle technologie par les Romains. Numéro 8. Le mystère de l'aluminium. Un objet mystérieux a été découvert sur les rives boueuses de la rivière Mureș en Roumanie. Il était enterré à une profondeur d'environ 10 mètres et a été découvert en 1973.
Mais ce qui a rendu la découverte si choquante est que le morceau de métal, une forme d'aluminium, a été estimé environ 250 000 ans. Cela signifiait qu'il existait avant que l'humanité ne commence à travailler le métal, bien avant que nous quittions le confort de nos grottes. Et logiquement, l'objet très mystérieux est la source de nombreuses controverses. Les archéologues disent qu'il s'agit d'un métal extrêmement léger qui a probablement été fabriqué par l'homme. Il est composé à 90% d'aluminium et certains experts pensent qu'il pourrait provenir d'une sorte de civilisation avancée. Et en raison de la profondeur à laquelle il a été trouvé dans la boue, il est tout simplement impossible que quelqu'un ait pu perdre l'objet. Il a été daté par les autorités roumaines comme ayant 250 000 ans. Les premiers résultats seront ensuite confirmés par un laboratoire de Lausanne en Suisse. Mais d'autres experts qui ont effectué des tests ultérieurs ont déclaré que les dates étaient bien différentes, allant de 400 à 80 000 ans. Mais même à 400 ans, l'objet serait toujours antérieur de 200 ans à la première production d'aluminium par les humains. De nombreuses théories existent sur l'objet, de l'habituel ovni à ceux qui avancent qu'il pourrait s'agir d'un sous-produit de technologie humaine d'il y a un quart de million d'années. Mais il existe aussi des théories bien plus réalistes, comme celle de l'historien roumain Mihai Wittenberg qui affirme que l'objet est en fait une pièce métallique d'un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale, malgré les tests qui prouvent le contraire. Mais les experts restent tout de même perplexes et personne ne sait avec certitude d'où il vient. Et aujourd'hui, le mystérieux objet métallique est exposé dans un musée d'histoire à Cluj-Napoca en Roumanie. Et les conservateurs du musée affirment toujours que son origine est inconnue. Numéro 7. Le Colisée. Les Romains sont à l'origine d'un très grand nombre d'inventions fantastiques et de technologies de pointe. Ils étaient capables de tailler la pierre avec la même précision que les tailleurs de pierre modernes. Ils creusaient des merveilles souterraines complexes et étaient même les pionniers de la nanotechnologie, comme le prouve la coupe de Lycurgue. Cependant, l'une des réalisations techniques les plus impressionnantes de la Rome antique était le Colisée. Et à ce jour, le Colisée est le plus grand amphithéâtre jamais construit, et pourtant, il a presque 2000 ans. Les chercheurs n'arrivent toujours pas à comprendre comment la structure a pu être achevée et que les Romains se soient lancés dans une tâche apparemment aussi ardue. L'idée du Colisée romain est née sous le règne de l'empereur Vespasien en l'an 70 de notre ère. Il a fallu environ 2 ans de planification avant que la construction ne commence en 72 après Jésus-Christ. Malheureusement, il n'existe aucune trace de l'architecte en chef à l'origine de la conception et nous ignorons les détails de ce qui s'est passé pendant la construction. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a été achevé en l'an 80 sous l'empereur Titus, l'héritier de Vespasien. Mais pourquoi les Romains ont-ils construit le Colisée en premier lieu ? Les historiens pensent qu'il a été créé pour apaiser une population très en colère. Le peuple de Rome était en colère après le règne de l'empereur Néron, qui était sans doute le pire dirigeant romain de l'histoire. Pour montrer qu'il n'était pas aussi cruel et mauvais que Néron, l'empereur Vespasien voulait faire quelque chose qui soulignerait la gloire et la force de Rome. Il espérait également que le grand public serait distrait et diverti par les effusions de sang dans le Colisée. Le Colisée nécessitait environ 1 million de mètres cubes de pierre extraites de la carrière située près de l'actuel Tivoli. Des quantités similaires de briques, de béton romain et de roches volcaniques ont également été nécessaires pour sa construction. Mais c'est le béton romain qui a permis à la structure d'être aussi solide. Et pour finir le magnifique amphithéâtre, 300 tonnes de pinces en fer ont été utilisées pour maintenir le tout solidement en place. Numéro 6. Fer extraterrestre. Le pharaon Toutankhamon est né vers l'an 1341 avant Jésus-Christ. Il était le fils du pharaon Akhénaton, qui était l'un des pharaons les plus détestés de l'histoire égyptienne. Il a été écarté du pouvoir après 17 ans de règne et Toutankhamon, âgé de 9 ans seulement, a pris sa place sur le trône. Mais malheureusement, le jeune garçon est décédé d'une gangrène à peine 10 ans plus tard. Son corps a été enterré dans la vallée des rois comme tous les pharaons qui l'ont précédé. Sa tombe a été scellée et perdue, mais elle a été redécouverte en 1922 par Howard Carter, un archéologue britannique.
La tombe était remplie de toutes sortes de trésors étonnants et était une véritable mine d'or contenant des objets extraordinaires. Mais l'une des trouvailles les plus inattendues était un poignard avec une lame en fer ainsi qu'une poignée décorative en or. Le poignard était une découverte inattendue car c'était le seul objet en fer de la tombe. À l'époque de Toutankhamon, le fer était considéré comme extrêmement rare et avait plus de valeur que l'or, car les Égyptiens n'y avaient tout simplement pas accès. Les archéologues n'ont trouvé que quelques objets en fer de cette époque, et la plupart d'entre eux provenaient de l'espace. On pense que la dague que portait le roi Toutankhamon a été façonnée à partir d'une météorite. Et les archéologues connaissent même le nom exact de la météorite d'où provient le fer. Il s'agit de la météorite de Kargar, découverte à environ 240 km à l'ouest d'Alexandrie. Nous le savons grâce à la composition en fer, nickel et cobalt du poignard du roi, qui correspond très exactement à celle de la météorite de Kargar. Et même sans la capacité d'extraire le fer brut, les Égyptiens savaient comment transformer une météorite en poignard. Numéro 5. La machine antigravité de Tesla. Nikola Tesla était un génie tellement hors du commun que certains pensent que ses inventions les plus extraordinaires ont été cachées pour une quelconque raison. Il est né en Croatie de parents serbes en 1856 et tout au long de sa carrière, son génie créatif lui a permis de faire des inventions qui sont toujours aujourd'hui essentielles pour nos vies. Et en 1928, Tesla a déposé un brevet pour une machine volante qui ressemblait à un hybride entre un hélicoptère et un avion. Il s'agit d'un projet de véhicule aérien qui reposait sur une technologie entre guillemets anti-gravité pour se propulser aux quatre coins du monde. Et avant de mourir, le célèbre inventeur a révélé les plans du système de propulsion de son aéronef étonnant. Il l'appelait Space Drive et affirmait qu'il s'agissait d'un système de propulsion à champ anti-électromagnétique. Mais malheureusement, la création de Tesla n'a jamais vu le jour et nous n'avons jamais vu de machine antigravité qui fonctionne vraiment. Mais Tesla est censé l'avoir inventé il y a près d'un siècle. Et puis, pour une raison qui nous échappe, sa technologie a été perdue. Mais il est très intéressant de noter que selon William Ehrlein, dans son livre Occult Ether Physics, note que lors d'une conférence que Tesla avait préparée pour le Migrant Welfare Institute, le 12 mai 1938, il a parlé de la théorie dynamique de la gravité. Line a poursuivi ses recherches et a analysé les affirmations ainsi que les écrits de Tesla, découvrant des déclarations et des textes concurrents concernant les découvertes. Mais les sources et les textes étaient très limités, car les papiers de Tesla sont stockés dans les coffres du gouvernement américain pour des raisons de sécurité nationale. Et lorsque Line a spécifiquement demandé ces documents au Centre de recherche sur la sécurité nationale, aujourd'hui le Centre de recherche Robert J. Oppenheimer, en 1979, l'accès lui a été refusé car les documents étaient toujours classifiés. Numéro 4. Les émetteurs de Gizeh. La plus grande réalisation technologique de l'Antiquité pourrait bien avoir été la grande pyramide de Gizeh. Certains pensent que les pyramides égyptiennes ont été conçues à l'origine pour être de gigantesques transmetteurs d'énergie. C'est l'une des théories les plus répandues, mais aussi l'une des plus critiquées. Et pour mieux la comprendre, voici ce que disent ses partisans. Les théories affirment que la grande pyramide était une grande machine et non une immense sépulture de pierre. Et dans le passé, cette structure aurait été capable de capter ainsi que de transmettre de l'énergie, peut-être sous forme d'ondes électromagnétiques, selon la même théorie. Et tandis qu'il existe énormément d'études prouvant les propriétés uniques des pyramides, la première preuve a été apportée en 1859 lorsqu'un certain Werner von Siemens, qui a fondé la Société allemande d'électricité, a escaladé la grande pyramide. Et lorsqu'il a atteint le sommet, il a levé son poing en l'air en signe de triomphe et a reçu un léger choc électrique. Siemens aurait alors improvisé une bouteille de Leyde en enroulant du papier mouillé autour d'une bouteille de vin à goulot métallique et l'a portée au sommet de la grande pyramide en la tenant au-dessus de sa tête. La bouteille s'est chargée électriquement et a produit des étincelles lorsqu'elle a été touchée. Et d'autres études prouveront plus tard qu'il existe des canaux sous le plateau de Gizeh
dans lesquelles l'eau s'écoule en grande quantité. Et cela signifie que le flux d'eau qui passe par ces cavités souterraines est capable de produire un courant électrique connu sous le nom de physioélectricité. Mais le problème est que personne n'a jamais trouvé de preuves archéologiques de la connaissance de l'électricité ou de son utilisation technologique par les Égyptiens. Et pour autant que les historiens le sachent, les Égyptiens n'ont jamais eu d'électricité ou d'énergie. Et ces phénomènes ne sont jusqu'ici qu'une coïncidence bizarre. Mais pour certains, tout cela a été fait exprès par les Égyptiens. Mais dans quel but? Les opinions varient. Numéro 3, le laptop grec. Douris était un très célèbre peintre à Athènes entre 500 et 460 avant Jésus-Christ. À cette époque, les gens ne peignaient pas sur de grandes toiles, mais laissaient leur œuvre sur des poteries ainsi que des amphores robustes. Et tout au long de sa très longue carrière d'artiste, Douris a réalisé environ 300 vases et amphores, et les archéologues savent qu'il était très populaire parmi les Grecs, car il signait souvent son nom sur des vases qu'il n'avait même pas peints, une sorte d'autographe antique. Mais cela suggère que ses œuvres ont été reproduites de la même façon que l'on trouve aujourd'hui des imitations d'œuvres d'artistes célèbres. Il est probable que les gens aient recréé ces poteries afin de les vendre pour un profit énorme. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. L'un des vases peints par Douris semble montrer ce que certains ont interprété comme étant un homme travaillant sur un ordinateur portable. Et pour ceux qui croient qu'il s'agit d'un ordinateur portable, cela semble être la preuve d'une technologie très avancée utilisée par les Grecs anciens. Le vase représente un homme assis sur une chaise et il est penché sur ce qui ressemble à un ordinateur portable. En tout cas pour les observateurs modernes qui savent ce qu'est un ordinateur portable. Il a même une sorte de stylet dans une main. Certains vont même jusqu'à dire que c'est une preuve de voyage temporel ou d'ordinateur grec ancien. Cependant, l'archéologue Janet Grossman affirme que tout cela n'est qu'une théorie absurde. Pour elle, l'objet n'est clairement pas un ordinateur portable, mais une tablette de cire utilisée dans la Grèce antique. Et c'est un argument plus que convaincant qui explique aussi le stylet. Mais malgré tout ceci, certains persistent à dire qu'il est difficile d'expliquer le possible port USB que l'on voit sur le côté de la soi-disant tablette de cire. Mais c'est un argument pour le moins tiré par les cheveux. Numéro 2, le travail de pierre de Pumapunku. L'un des endroits les plus incroyables de toute la Bolivie est le complexe de ruines et de temples de Pumapunku. Il est situé près de la ville de Tiwanaku et son origine est considérée comme un véritable mystère. On pense que le complexe a été construit à l'apogée de l'empire Tiwanaku qui a prospéré entre 300 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agissait d'ailleurs de l'une des civilisations les plus puissantes d'Amérique du Sud avant la montée de l'Empire Inca et l'arrivée des Espagnols. La chose la plus fascinante que l'on peut trouver à Pumapunku est son travail de la pierre. Les bâtiments ont été construits en utilisant des technologies très avancées qui n'ont été vues nulle part ailleurs en Bolivie ou au Pérou. Des blocs mégalithiques pesant chacun plusieurs tonnes ont été empilés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent encore comme des pièces de puzzle. Ces immenses pierres sont si parfaitement assemblées qu'il est impossible de glisser ne serait-ce qu'une lame de rasoir entre elles. Et ces blocs ont été découpés avec une précision digne d'une machine. Ils sont même allés jusqu'à percer des trous, comme s'ils avaient accès à des outils électriques. Et pourtant, il s'agissait d'une civilisation qui n'avait même pas encore découvert l'écriture, et pourtant, leur travail de la pierre peut difficilement être recréé aujourd'hui. Numéro 1, boîte de pierre géante. L'une des créations les plus impressionnantes des Égyptiens n'est peut-être pas ce que vous pensez. Les Égyptiens ont construit des boîtes en pierre géantes en Égypte il y a environ 3300 ans au Sérapéum de Saqqara, un grand cimetière près de Memphis. Et les archéologues y ont trouvé quelque chose d'incroyable sous terre. Des boîtes géantes en pierre ont été découvertes ici et les historiens disent qu'elles étaient utilisées pour enterrer des taureaux sacrés. Et chaque boîte pèse environ une centaine de tonnes et a été fabriquée en granit pur. Et ce qui rend ces coffres en pierre si choquants, c'est qu'ils ont été réalisés avec une précision digne du XXIe siècle.
Brienne Forrester, une experte de l'Égypte antique, affirme que la tombe dans laquelle les coffres géants en pierre ont été trouvés a également été construite avec une précision incroyable. Les angles de la tombe sont presque exactement à 90 degrés et l'intérieur est à quelques 10 millièmes de centimètre d'être parfaitement plat. Quelqu'un a construit une tombe étonnamment avancée et l'a remplie de coffres géants pour enterrer des taureaux sacrés égyptiens. L'extrême précision de ces cercueils est vraiment étonnante. Leur taille, le matériau extrêmement dur dont elles sont faites et la finition parfaite de chacune d'entre elles les rendent invraisemblables. Elles sont si bien réalisées que lorsqu'elles sont fermées, elles sont parfaitement étanches. Et nous savons déjà que les Égyptiens avaient une connaissance très avancée de la géométrie. Ils étaient capables d'estimer pi et ils savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Et en se basant sur tout cela, on peut facilement imaginer qu'ils étaient capables de créer des surfaces parfaitement lisses et de sculpter des blocs massifs de granit. Et découvre les plus sombres secrets de l'Antarctique en cliquant sur cette vidéo.